Fidèles auditrices et auditeurs, vous êtes à l'écoute de votre émission hebdomadaire Instant Kaizen, entrepreneuriat et citoyenneté. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir à l'écoute. Installez-vous confortablement et surtout, gardez l'écoute. Pour vous servir ce soir, nous sommes Isidore Kemaou Fotabon, Joséphine Djengele, Donnel Mbazoua, Arnaud Mba et moi-même, Jennifer Kumson, pendant que Raoul Patrick assure la mise en onde. Bonsoir Isidore, comment tu vas? Bonsoir, Jennifer et Joséphine, et Gigi. Je vais très bien, voilà. Bonsoir Donnel, welcome. Bonsoir Jennifer et bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent à ce moment. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Jennifer, bonsoir à tous les gagnants qui nous écoutent dans le monde entier. Merci encore d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Arnaud, welcome. Bonsoir Jennifer, merci de m'accueillir dans cette somptueuse salle. Je suis ravi d'être des vôtres, surtout quand on parle du Kaizen. As you all know, dear listeners, this show brings you tips on how to be good citizens, good employees, good employers, good in everything you do. It also accompanies you on your journey as entrepreneurs and exposes you to a continuous improvement tool, technique, and philosophy called Kaizen. Throughout the show, you are welcome to text us your questions and contributions through WhatsApp or SMS to 691 33 80 33. Oui, chers auditeurs, cette émission se fait avec vous par SMS ou WhatsApp au 6 91 33 80 33 au 6 91 33 80 33. Sans plus tarder, plongeons-nous dans notre premier instant citoyenneté, instant pendant lequel nous apprenons à être des gagnants dans tout ce que nous faisons. Donc ce soir, nous voyons que le gagnant fait toujours partie de la réponse alors que le perdant fait toujours partie du problème. Le gagnant fait toujours partie de la réponse alors que le perdant fait toujours partie du problème. Isidore. Oui, le gagnant fait toujours partie de la réponse. En fait, concrètement, c'est quoi? Chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un gagnant, c'est celui-là qui sait apporter une contribution à la résolution du problème. Donc, il ne se contente pas seulement de se plaindre. Non, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Donc, il fait partie de ceux qui apportent la solution, de ceux qui proposent la solution, ou alors mieux dit, de ceux qui essayent de trouver la solution. Donc, même s'il ne trouve pas la solution adéquate, au moins il est dans le processus de recherche de la solution. Alors qu'à côté, le perdant, c'est celui qui laisse le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher la solution, cherche plutôt pourquoi il y a eu problème. Il se plaint, c'est un peu comme quelqu'un qui se renverse parce qu'un caillou, il a cogné son pied sur un caillou. Au lieu de se demander comment il fait pour éviter, comment il doit marcher pour ne plus cogner son pied et tomber, il commence à bagarrer avec le caillou, à se plaindre et autres. Vous voyez? Si vous êtes en réunion en train d'essayer de résoudre un problème avec une telle personne, pendant qu'on dit qu'est-ce qu'on fait pour arranger, peut-être il faut proposer ceci, il dit d'abord c'est même tel qui a fait ça, pourquoi il a même fait ça et autres. Il se focalise toujours sur le problème, sur les individus, au lieu de se focaliser sur la recherche de la solution. Donc, et malheureusement, il se contente finalement du fait qu'il a pu rejeter le tort sur quelqu'un, du fait qu'il pense qu'il n'a pas de part de responsabilité, et du coup il passe son temps à se plaindre. Non, un gagnant, lui, il se focalise sur qu'est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Même si c'est un collègue qui a créé la situation, même si c'est les dirigeants qui l'ont créé, quelle que soit la source du problème, il essaye d'être de ceux qui vont apporter la solution. Oui, le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? Et vous verrez donc un gars qui va dire on peut faire ceci, un autre va dire non, ça fait seulement avancer de 10%. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Et quand on lui demande qu'est-ce que tu proposes, il dit mais c'est même tel qui a créé le problème-ci. Voilà. Il n'a jamais rien à proposer, mais il est toujours là pour critiquer les solutions ou les propositions des autres. Voilà. C'est un peu ce que je comprends de cette attitude des gagnants. Et ce que je pense que nous devons être, nous devons choisir d'être de ceux qui apportent des réponses, de ceux qui proposent des choses pour améliorer nos conditions de vie, pour améliorer l'entrepreneuriat, pour améliorer l'entreprise, pour améliorer tout ce que nous faisons.
au lieu d'être de ceux qui ont créé le problème, parce que généralement, ceux qui se focalisent sur les problèmes passent leur temps à en créer d'autres. The winner is always part of the answer, while the loser is always part of the problem. Donnell. Oui, au-delà de ce qu'a dit Isidore, le gagnant, c'est celui dont on connaît l'implication lorsqu'un problème se pose. C'est quelqu'un qui se sent concerné par le problème et qui parfois est volontaire pour résoudre le problème. C'est quelqu'un, par exemple, dans le cadre des activités du Kaizen, qui participe aux réunions, qui participe aux activités, qui travaille à donner des idées d'amélioration pour son entreprise. Par contre, le perdant, c'est celui-là qui est toujours à l'origine du problème, comme cela est dit. C'est le genre de personnes qu'on dit souvent, ça allait m'étonner que tel n'est pas toujours, un peu comme vous avez un enfant à la maison, quand il y a un problème, toujours toi, c'est-à-dire c'est quelqu'un encore toi, ça allait m'étonner que l'histoire, si tu ne sois pas impliqué, voilà, c'est quelqu'un dont on connaît foncièrement qu'il est toujours là où ça chauffe, là où quelque chose de mal s'est passé. Ça, c'est le caractère du gagnant. Arnold, I want to hear you. I want to hear you. So the winner is always part of the answer, while the loser is part of the problem. Tell us something. Ok, merci Jennifer. Moi, je pense à deux paradigmes. Je pense à l'optimiste et le pessimiste. Oh. L'optimiste, c'est celui qui voit toujours quelque part des solutions en toutes choses. Donc, devant toute situation qu'il rencontre, même si c'est un accident, ils vont en sortir quelque chose. Comment puis-je exploiter cette situation pour qu'elle soit positive? Parce que même si vous rencontrez une situation, qu'elle soit négative, qu'est-ce que vous en faites? Donc, je prendrai juste un cas. Nous arrivons dans des entreprises, vous trouvez un personnel là. La même personne, vous lui dites, ce que nous avons fait la dernière fois, ou bien cette outil que vous appliquez, est-ce que ça vous apporte un plus? La personne te dit, non, on a foncièrement réduit nos délais de livraison, nos problèmes de commande, etc. Et après, es-tu prête à te donner dans des réunions pour qu'on puisse mieux planifier les choses? Bon, je parle là du domaine de l'entreprise. Et la même personne te dira, ah, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chaque jour, on fait les réunions, ça donne quoi? Donc, elle ne se souvient même pas qu'elle t'a dit il y a quelque temps que ce qu'elle a fait, ou bien des actions nouvelles qu'elle a eu à entreprendre, ont apporté des résultats. Donc, il y a ces personnes-là qui, pendant qu'elles sont optimistes, prêtes à prendre tout ce qui se trouve devant elles comme opportunité pour avancer. Et là, ce sont des gagnants. Il y en a des pessimistes qui aiment bien voir la chose toujours au problème. Même quand c'est positif, il va trouver le moyen de te dire que vraiment le cadeau que tu m'as donné si c'est non, il te dit que tu as 1 million, tu viens me donner le biscuit de 100 francs, pourquoi? Tu aurais pu tout me donner. Que 100 francs, c'est quoi sur ton argent? Tandis que le gagnant, toute chose qu'il reçoit, il voit en ça une façon de capitaliser pour pouvoir gagner un peu plus après, ou bien pour améliorer les choses au quotidien. Voilà. So the winner is pessimistic, while the loser is optimistic. The winner is it's the reverse. Yeah. The winner is optimistic, while the loser is pessimistic. Yeah. Okay, we are learning. Josephine, I also want to hear from you. Tonight we are saying that winners are always part of the answer, while losers are always part of the problem. Ok, moi j'ai un cas d'espèce et j'aimerais bien poser la question à vous les auditeurs et à ceux qui sont également en studio. C'est un ami qui vit une scène d'accident à Douala. Et puis, celui qui a causé l'accident, le benskiner, s'enfuit. Et le gars saigne, il a besoin d'aide. Et on demande à un taximan que, pardon, est-ce que tu peux porter le gars ici pour l'amener à l'hôpital? Il dit que non, il va salir mon taxi. Donc, cherchez autre chose parce que je ne veux pas que mon taxi se salisse. Et le gars était vraiment dans une position de détresse. Ce sont les benskinners qui ont pris la peine de le porter et d'autres benskinners à côté le soutenaient pour qu'il ne tombe pas sur la moto pendant qu'on le conduisait à l'hôpital. Dans ce cas d'espèce, qui est le gagnant, qui est le perdant? Dans ce cas d'espèce, je peux te répondre? Oui, non, c'est interactif. J'ai vécu cette situation personnellement. Oui. Je suis tombé un soir, je rentrais du boulot. Je tombe sur un monsieur ensanglanté au sol. Et puis, tout le monde me dit il ne faut rien faire. Parce que si tu aides ce monsieur,
la police va te demander si c'est pas toi l'auteur du crime. Et sur moi, je n'avais que 1000 francs. Vous imaginez? Donc, vous imaginez que j'avais toutes les raisons de ne rien faire et de rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'avais un jeune là que je connaissais dans ma paroisse qui était là, et comme c'était un petit qui me respectait, j'ai dit viens, mais on va faire quelque chose. Le premier taxi que j'ai stoppé a dit non, je peux pas, il va salir mon siège, exactement comme tu as dit. Ouais. Mais il y a un qui a bien voulu transporter, nous étions au niveau de 3 morts, qui a bien voulu transporter la personne pour l'hôpital de Deido. Et quand nous arrivons à l'hôpital de Deido, j'avais dit au gars, je vais te donner les 1000 francs. Oh. Quand nous arrivons normalement, mes 1000 francs sont terminés. À Deido, on dit que non, il est inconscient, on ne peut rien faire pour lui ici. Allez à la Quintini. Donc voilà. Tes 1000 francs sont finis à Deido. Voilà, mes 1000 francs sont finis. Mais aussi en ce moment, le chauffeur taximan a fait preuve de gagnant. Et il a choisi celui d'emmener le monsieur à la Quintini. Donc, rien que je peux dire encore la suite, mais toujours est-il que je n'ai pas été interverti par la police. C'est vrai que la famille m'a soupçonné à un moment de faire partie, peut-être que j'ai eu à contribuer à son mal, mais toujours est-il qu'une bonne action reste une bonne action. Je n'ai rien reçu, mais aujourd'hui, chaque fois que je m'en rappelle, j'aimerais pouvoir revivre ce genre de choses. Bon, pas que les gens tombent. Vraiment. Mais trouver des moyens de toujours donner. Parce que quand on donne, on reçoit. C'est ça le positif. Ou c'est ça le gagnant pour moi. Donc, à tous nos taximans gagnants ce soir, on vous dit, s'il y a quelqu'un en détresse, il faut l'aider. Il ne faut pas dire qu'il va salir mon taxi. Vous faites partie de la réponse. Oui, Joséphine, je pense qu'il est important quand même de relever quelque chose de fondamental dans notre société. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, si vous aidez quelqu'un, un taximan qui porte un malade un accidenté pour amener à l'hôpital, généralement arrivé là-bas, on le maintient. Oui. On le retient. Il a obligation de payer les factures. Oui. C'est ça qui fait peur. Voilà. Donc, et même la famille, quand elle arrive, a tendance à s'accrocher sur lui, à dire que s'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens pour témoigner qu'il n'est pas le responsable, la probabilité c'est que c'est lui qui se retrouve, il peut se retrouver en tôle, en cellule. L'autre cas, c'est ces gens-là qui retrouvent des cartes d'identité nationale, les ramassent, appellent la personne qui est responsable, et ils se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce que le sac avait parce que ce sac, en réalité, cette carte a été volée dans un sac. Donc on a arraché le sac d'une personne et on a jeté la carte après avoir pris le contenu. Toi, tu arrives en bon samaritain, tu prends la carte, tu appelles la personne, tu dis j'ai trouvé ta carte. Il vient avec la police. Donc c'est très délicat. Et il t'attrape et il s'en va. Le piège alors. Donc, je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas aider. Mais je voudrais juste qu'on comprenne que en fait, ces problèmes sont liés au fait qu'une bonne partie de la société est entrée totalement dans une logique de perdant. Voilà. Donc, on cherche toujours le bouc émissaire. Oui. Si on vient trouver que notre frère a été accidenté, comme on ne veut pas dépenser pour l'aider, la première personne sur qui on peut s'accrocher, que ce soit le taximan ou le bon samaritain qui a voulu l'aider, devient notre souffle-douleur. Voilà. Et ça a transformé négativement la société. Donc, il est important, chers auditeurs, que nous apprenions à voir derrière chaque situation une opportunité de s'améliorer. Aller positivement, à regarder les choses positivement. J'ai eu une situation une fois avec une de mes collaboratrices qui se plaignait étrangement d'une situation que je ne vais pas répéter ici. Et j'étais en ce moment précis en train de préparer une formation et je lisais sur certains outils d'amélioration, d'animation et autres. Et je lui ai demandé, je voudrais vous mettre à deux, c'est-à-dire que j'ai expérimenté, d'ailleurs c'est l'un de nos objectifs en tant que consultant. On a des entreprises, donc naturellement nos entreprises sont le lieu d'entraînement pour la mise en œuvre de certains outils. Et j'ai donc demandé à deux collaborateurs, est-ce que vous pouvez analyser telle situation que tel collègue est en train de vivre? C'est une situation très négative, n'est-ce pas? La collègue a dit oui, vraiment ça la met mal à l'aise. J'ai dit maintenant je voudrais que vous analysez cette situation différemment. Essayez de m'écrire 2 à 3 choses les plus négatives liées à cette situation. Mais essayez aussi de me trouver 2 à 3 choses que vous pensez que cette situation vous a permis de faire. C'est-à-dire quelle est l'opportunité qui aurait pu se dégager derrière cette situation. Et cette personne, qui est une de mes collaboratrices, et peut-être elle est à l'écoute, parce qu'elle travaille encore pour une de mes structures. En fait, une de ses tantes l'avait poussée à la rue
vers la prostitution. Et parce que cette tante voulait l'utiliser pour gagner un peu d'argent. Et elle s'est retrouvée, pour échapper à cela, elle s'est retrouvée entre les mains d'une personne qui l'a amenée à l'église. Et elle est devenue une croyante et elle connaît Dieu au travers de cette personne. Et chaque jour, elle rend grâce à Dieu du fait qu'elle a connu Dieu. Et c'est ce jour qu'elle a pris conscience que il était peu probable qu'elle connaisse Dieu si ce n'était passé par là. Parce qu'en réalité, derrière ce qui lui semble la chose la plus triste de sa vie, Tragique. elle a eu aussi ce qui lui semble la chose la plus positive de sa vie. D'après elle. C'est-à-dire Oui, que oui. avoir accepté Jésus-Christ et devenue chrétienne est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Mais sauf qu'en faisant cet échange avec la collègue, c'est-à-dire que lorsque j'ai redemandé de trouver les points positifs, elle s'est rendue, c'est ce jour qu'elle s'est rendue compte que, au travers de cet acte que sa tante avait posé, elle a fini par connaître Dieu et sa vie en a été transformée. Et elle a pris sur elle de retourner cette tante qu'elle détestait. Elle a dit elle va aller lui demander pardon. Parce que cette tante était plutôt un canal par lequel Dieu l'orientait. Donc il faut dire que, quelle que soit la situation négative que nous vivons, il y a toujours une opportunité, il y a toujours quelque chose, une leçon que nous pouvons tirer derrière. Et la différence entre le gagnant et le perdant, c'est que le gagnant sait rechercher au-delà du négatif qu'il vit tout de suite, l'opportunité qui se cache en arrière-plan. Et c'est pour ça que vous verrez que quand le Covid est arrivé, pendant que beaucoup se barricadaient, beaucoup sont devenus millionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont saisi l'opportunité qui était en arrière-plan. On va le cas dans une entreprise, pendant que certains trouvent que c'est peut-être une charge supplémentaire, d'autres saisissent l'opportunité et ils montent en progression, ils deviennent des employés exemplaires et se font même débaucher par d'autres entreprises. Voilà. Donc, chers auditeurs, chers gagnants, choisissez d'être de ceux qui apportent des solutions et non pas de ceux qui se focalisent uniquement sur les problèmes. Parce que derrière chaque problème apparent, il y a une opportunité en arrière-plan. Recherchez plutôt cette opportunité. Nous avons des interactions au 6 91 33 80 33. Bonsoir à tous les gagnants en studio. S'il vous plaît, par rapport à ce que vous dites, j'aimerais savoir si l'attitude des gagnants serait alors similaire à une attitude chrétienne. Ce message nous vient de Maëva. Bonsoir Maëva, merci de nous écrire. Et aussi, nous avons un message toujours au 6 91 33 80 33. Bonsoir, j'aimerais être accompagné dans l'avancement d'un projet d'entreprise. Je suis électricien de profession et j'ai un registre de commerce plus statut plus la carte de contribuable et j'ai 4 employés à disposition. Comment faire? Ce message nous vient d'un auditeur anonyme. Merci de nous écrire. Ben, évidemment, on va commencer par la fin et dire, et dire à l'auditeur qu'il peut nous contacter. D'ailleurs, on va le contacter à partir de ce numéro avec lequel il a écrit. Après l'émission, on entrera en contact avec lui. Il y a une personne qui va entrer en contact avec lui pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'aider. Ce qui est sûr, le Kaizen va apporter un plus dans son organisation et au-delà du Kaizen également, il faut dire d'ailleurs le Kaizen prend en compte aussi comment équiper un jeune entrepreneur, comment est-ce qu'on peut mettre un modèle d'affaires viable, comment on peut optimiser son entreprise, éliminer les gaspillages et gagner un peu plus d'argent. Donc je crois que à la fin de l'émission, Joséphine chargera certainement d'appeler l'auditeur, de prendre rendez-vous pour que on puisse trouver une solution. D'ailleurs, voir d'abord qu'est-ce qu'il a comme problème et voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question de Maëva, il faut dire que la question est de savoir est-ce que le Kaizen peut être assimilé. Non, elle dit l'attitude des gagnants. L'attitude des gagnants peut être assimilée à l'attitude des chrétiennes. Ouais. Oui, parce que je dirais même radicalement oui. Pour un chrétien, la valeur fondamentale, c'est une valeur d'amour. C'est aussi une valeur de persévérance. C'est aussi une valeur d'espérance. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'amour, c'est qu'on est prêt à apporter un plus à l'autre. On est prêt à donner de soi, de tout ce qu'on a pour voir les autres s'améliorer. Et ça, le Kaizen, c'est ça, la participation. C'est-à-dire que je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 5 composantes pour qu'on dise qu'on est en train de faire le Kaizen. Il faudrait que ce soit participatif. Donc, faire participer les autres, travailler avec les autres, leur donner le meilleur de ce qu'on a, c'est très important. Mais également, il faut dire que le deuxième élément, c'est que lorsqu'on pratique le Kaizen, il y a de la persévérance. C'est-à-dire, ça revient sur le deuxième élément qui est la continuité.
Le faire tous les jours. Dans la vie chrétienne, il faut être persévérant. Il ne faut pas se laisser aller au premier obstacle. Parce qu'il y aura les difficultés, le monde, les attraits du monde et autres vont essayer de vous ramener au péché. Mais vous devez être persévérant dans votre marche chrétienne. Et c'est exactement une valeur du Kaizen qui est là, dans la continuité. Alors, le deuxième élément, la continuité. Faire un petit pas tous les jours, mais vraiment le faire tous les jours. Chercher à s'améliorer tous les jours. Voilà. Et enfin, naturellement, il y a l'espérance. C'est celui qui espère en quelque chose, qui se bat pour atteindre cette chose. Donc, l'espoir d'aller vers un avenir meilleur. Et le Kaizen, évidemment, avec l'attitude positive, vous amène vers l'avenir meilleur. Donc, oui, radicalement, l'attitude positive, c'est aussi l'attitude des croyants, ceux qui croient en Dieu, qui marchent selon les valeurs chrétiennes, celles du Christ. Thank you very much. And thank you, dear listeners, for writing to us. And you can keep your questions and contributions coming to 691 33 80 33. That is that for the first instant of the show. Now we are moving over to the second instant of the show. Amélioration continue. Welcome back. Now we are into the second instant of the show, Instant Entrepreneuriat. And today we are seeing something very special. We are seeing la démarche Kaizen et productivité, the Kaizen approach and productivity. Yes, we have spoken a lot about 5S Kaizen. We have seen the characteristics of Kaizen and so on. And today we are digging deep into this topic. Joséphine. Oui, Jennifer, tu l'as déjà dit. On a déjà évoqué le 5S et puis c'est le 5S Kaizen. Ce soir, nous allons nous attarder sur la démarche Kaizen et la productivité. Alors, d'entrée de jeu, on entend trop parler de Kaizen. C'est même quoi le Kaizen exactement? Ça veut dire quoi Kaizen? Alors, je suis accompagnée de 3 experts du Kaizen, dont certainement chacun à sa façon va nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi le Kaizen? Ok, le Kaizen, il faut que les auditeurs comprennent que c'est un mot japonais. C'est pas un mot camerounais, il vient plutôt du Japon. Et qui veut dire tout simplement amélioration continue. C'est-à-dire s'améliorer continuellement. Faire des petits efforts tous les jours pour quitter du stade A à un stade beaucoup plus meilleur au stade B. Et ceci d'une manière progressive et d'une manière continue. Donc voilà comment nous pouvons définir terre à terre le Kaizen. Alors Arnaud, tu as quelque chose à ajouter alors? C'est une notion tellement vaste. Et je dirais, je répondrai par un exemple. J'aime bien les exemples. Oui. Je me rappelle il y a 2 jours de cela, un day je me dis, j'espère que cette fois-ci le Kaizen va nous apporter vraiment quelque chose. Et j'espère qu'on va travailler, il y aura une équipe Kaizen. Et moi de lui dire, si vous vous améliorez, vous faites du Kaizen. Maintenant on a parlé des caractéristiques, mais je vais revenir sur 2 caractéristiques qui m'intéressent beaucoup plus lorsqu'on parle du Kaizen. L'approche scientifique. Vous ne pouvez améliorer ce que vous ne pouvez mesurer. Et c'est ça le problème avec la perception que nos entreprises, bien nos entrepreneurs et même notre environnement a. Beaucoup de gens, on a parlé d'avant de l'attitude positive, mais beaucoup de gens restent dans l'attitude négative parce que très sérieusement, ils ne mesurent pas. Et même quand ils mesurent mal. Et quand ils mesurent même bien, très souvent ils n'analysent pas. Donc, pour pouvoir parler du Kaizen, il faudrait déjà que vous ayez dans votre entreprise des systèmes de mesure. Bon, quand on dit mesure, il ne faudrait pas voir loin. Si le personnel vient le matin, il faudrait déjà qu'on sache que ceux-ci viennent à l'heure, d'autres viennent en retard, qu'il y ait des registres pour noter. Si on produit, il faudrait qu'il y ait des registres pour noter la production. Si on vend, il faudrait qu'il y ait des registres. Si on a des clients qui appellent, comme c'est le cas de l'auditeur qui a écrit tout à l'heure, il faudrait un registre pour noter, pour savoir effectivement quelle est la progression. Et quand on a la progression, en ce moment, on peut savoir, on a eu 3 prospects qui nous ont contactés cette semaine. La semaine prochaine, on voudrait monter à 5 prospects. Et pourquoi pas en fin du mois, les transformer, ces 10 ou 15 prospects là en clients. Donc, c'est ça l'approche Kaizen. Ça veut dire que vous vous améliorez en continu en utilisant des méthodes scientifiques, c'est-à-dire vous comptez des méthodes beaucoup plus quantitatives. Parce qu'on pour s'améliorer, il faut pouvoir mesurer.
Oui. Donc ça, c'est la première chose qui était l'approche scientifique. Et il y a la deuxième approche que j'aime bien, qui est l'approche qui est sur la continuité. Ok? Si on dit qu'on fait dans une démarche Kaizen, il faudrait qu'on soit dans une approche continue. Vous ne pouvez pas implémenter un outil un mois et après vous dites que vous faites du Kaizen. Parce qu'on remarque des entreprises, quand le consultant arrive, on dit oh, on a pris le meilleur des consultants, on a monsieur Isidore qui est venu, il nous a dit les choses étaient bien. Alors, le problème c'est que monsieur Isidore vient, il vous enseigne des choses, c'est bien, mais est-ce que vous les mettez en pratique? Et même si vous les mettez en pratique une fois, est-ce que vous les mettez en pratique de manière continue? Parce que c'est en ce moment qu'on parle effectivement de démarche Kaizen. Je crois que les autres auditeurs reviendront sur d'autres aspects du Kaizen. Quand on dit démarche Kaizen, il faudrait qu'on soit déjà dans une approche continue et qu'on puisse mesurer ce qu'on fait pour pouvoir s'améliorer. Waouh, ça doit être continu. Voilà. Donc, avant de continuer à plonger davantage dans ce thème, nous avons des salutations d'Emilie Kemaou. Elle dit bonsoir à toute l'équipe en studio. Beaucoup de courage et merci pour ces leçons de vie. Merci de nous écrire, Émilie. Alors, on ne peut pas parler de Kaizen sans amélioration. Alors, Isidore, dis-nous quelque chose. Donc, si on enlève amélioration du Kaizen là, ce n'est plus du Kaizen. Non, évidemment, si on enlève amélioration, on serait en train de faire quelque chose, mais qui ne serait pas du Kaizen. Je voudrais déjà revenir un tout petit peu sur la définition du Kaizen. Oui. Voilà, pour dire que c'est d'abord une philosophie, c'est-à-dire un état d'esprit aussi. C'est pour ça que l'attitude des gagnants avec laquelle nous commençons l'émission fait partie du Kaizen. N'ayez pas l'impression que c'est quelque chose à part. C'est vrai que ça revient dans notre émission sur le thème instant citoyenneté, parce que nous pensons que si tout le monde a cette attitude des gagnants, notre niveau de citoyenneté va s'améliorer. Mais en fait, c'est déjà du Kaizen. C'est la partie philosophique du Kaizen, qui veut qu'on ait le bon état d'esprit et qu'on ait la bonne attitude, l'attitude des gagnants pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est aussi une boîte à outils. Quand on parle du Kaizen, ne voyez pas une technique, mais voyez toute une démarche qui prend en compte beaucoup d'outils, des centaines d'outils. Wow. L'approche Kaizen Cameroun, dans sa phase initiale, avait 32 outils. Aujourd'hui, avec le Kaizen avancé, il y a près de 20 outils qui se sont ajoutés, et on a près de 50 outils. Ça veut dire que lorsqu'un consultant, un expert Kaizen arrive en entreprise, il va faire une forme de diagnostic, et au terme de ce diagnostic, il va se rendre compte, il va diagnostiquer avec vous un certain nombre de choses et il va donc appliquer le traitement qui va avec. C'est-à-dire qu'avec vous, on va choisir l'outil qui permet de résoudre votre problème. Donc le Kaizen ne saurait dans ce cas-là être résumé au 5S comme certains pensent. Non, c'est toute une démarche qui a une boîte à outils qui a beaucoup d'outils qui sont utilisés de manière contextuelle et situationnelle. Voilà. Mais également, il faut dire que l'esprit du Kaizen voudrait qu'on fasse cela avec le moins de dépenses possible. C'est-à-dire qu'il y ait le moins on fait avec l'existant, avec ce qui est à notre portée. On ne doit pas attendre d'avoir de grosses machines ou d'avoir un nouveau personnel, des personnes. Non. Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà faire pour améliorer la situation avec ce qu'ils ont? Et l'autre dimension maintenant, c'est l'élément participatif qui voudrait que tout le monde s'implique. Le cadre supérieur, c'est-à-dire le DG, le promoteur, et l'employé le plus bas, par exemple le vigile ou le coursier, tous peuvent se mettre ensemble pour trouver la solution à un problème et s'impliquer pour que l'entreprise change. Lorsque tous ces éléments sont réunis, ça revient au caractère, on va au 5e élément qui est le caractère universel, c'est-à-dire que ce que vous avez appliqué ici peut s'appliquer ailleurs dans le même contexte et produit à peu près les mêmes résultats. Et l'ultime but du Kaizen, c'est 3 choses. La baisse des coûts, c'est-à-dire que l'élimination des gaspillages pour baisser les coûts, compresser les coûts afin que vous puissiez gagner davantage d'argent. C'est-à-dire, on élimine les opérations sans valeur ajoutée, tout ce qui ne rapporte pas de l'argent, pour que vous puissiez gagner davantage. L'autre but, c'est que naturellement, on peut respecter mieux les délais. Mais aussi et surtout, la priorité, c'est que la qualité s'améliore. Parce qu'il y a moins de risques d'erreur, on travaille ensemble et on peut participer, avoir les meilleures idées possibles, tout le monde est impliqué, le contrôle est meilleur, et au final, le produit est bon. Et du coup, vous avez amélioration de votre qualité, de votre productivité, vous gagnez plus d'argent, vous pouvez embaucher plus de personnes, vous pouvez ouvrir de nouvelles filiales, vous pouvez améliorer vos conditions de vie et celles de vos employés. Voilà. C'est à peu près comme ça à la ramassée dit ce que c'est que le Kaizen.
Donc, tu as même déjà répondu à cette question de l'une de nos auditrices au 6 91 33 80 33. Elle dit, quelle est la particularité du Kaizen? Qu'est-ce qui rend la méthode Kaizen plus productive que les autres méthodes? La question nous vient de Lucrèce. Merci Lucrèce. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de fondamental. Sa question est au-delà de ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Il faut que les gens comprennent la nuance. Pourquoi est-ce que le Kaizen est plus productif que les autres? Ou alors nous pensons que c'est plus positif que les autres? Déjà, les autres vont vous demander d'autres outils. Vont vous demander d'acheter des machines plus sophistiquées, d'embaucher un personnel plus performant, d'acheter ceci ou cela. Le Kaizen utilisera l'existant pour améliorer. Les autres auront tendance à venir former certaines personnes et pas d'autres. Ça dit que c'est du top-down. On prend les cadres et autres et on les forme et on se dit qu'ils vont former les autres. Le Kaizen implique tout le monde dès le départ et tout le monde monte ensemble. Ça dit que c'est toute l'entreprise qui change. Pour avoir quand même accompagné une entreprise à la certification ISO, pour avoir été responsable qualité pendant plusieurs années aussi, vous verrez que dans ces systèmes ISO, il faudrait que on voit le DG, après on voit quelques cadres avec lesquels on écrit un certain nombre de procédures, et lorsqu'on doit venir nous auditer, nous essayons de voir quelques employés qui vont répondre à des questions, on les prépare pour qu'ils répondent aux questions. Mais en réalité, c'est pas le mode de vie, n'est-ce pas? Et je connais une entreprise qui témoignait encore cette semaine qu'ils ont raté parce que le jour où les employés devaient répondre aux questions, ceux qui étaient là, ceux qu'on a préparés n'étaient pas là et ceux qui étaient là n'ont pas su répondre. Voilà. Et du coup, ils ont loupé la certification, c'est-à-dire que des dizaines de millions qu'ils ont perdu comme ça. Vous voyez, c'est parce que ces employés ne vivent pas ce qu'ils essayaient de dire. Mais le Kaizen fait vivre à tous les employés l'amélioration continue. Chacun à son niveau apporte sa contribution. Chacun est impliqué et avec des indicateurs de performance. Quand Arnaud parlait tout à l'heure de mesurer, d'écrire toute chose et de mesurer, c'est à la lumière de l'indicateur que nous voulons atteindre. C'est-à-dire que si l'objectif est d'éliminer, de réduire les plaintes clients, et que nous voulons réduire le taux de plaintes clients, on va commencer à noter tout ce qui concerne les plaintes clients, n'est-ce pas? Et analyser les causes de chacune de ces plaintes et éliminer la cause à la source. Vous voyez, ça vous permet de toucher pile là où il y a problème et ça permet à chacun de voir qu'il est en train d'évoluer parce que de manière indicative, mesurée, il voit la progression de son travail. Et c'est ça qui fait la différence avec le Kaizen. C'est que vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de faire venir de grands experts. Un consultant Kaizen dans votre entreprise, il vous aide non pas comme une perfusion pour que vous dépendiez de lui, mais il vient vous capaciter pour que vous soyez capable de continuer sans lui. Et c'est finalement très moins cher. C'est pour ça que j'aime dire, je le rappelle à tous nos auditeurs, surtout les chefs d'entreprise, nous sommes parfois prêts, je suis prêt. À Kaizen Consulting en service, on est prêt à vous offrir des prestations sur la base de ce que nous allons vous rapporter. C'est-à-dire que à la fin de la prestation, on mesure l'indicateur et vous nous donnez juste une petite partie de ce qu'on vous a rapporté. Parce qu'à coup sûr, le Kaizen va toujours vous faire rapporter beaucoup d'argent et ce qui est très visible pour tout le monde. C'est ça l'exceptionnalité, l'originalité de cette approche japonaise qui est vraiment à la pointe de la technologie. You said it all. So after listening to Isidore, could it be said that Kaizen is continuous improvement, but not every continuous improvement is Kaizen? And Donnell, I would like to know, what are those specific characteristics that could be attached to Kaizen? Like the main characteristics of Kaizen? Bon, la caractéristique première du Kaizen, c'est que elle amène l'entreprise à être plus compétitive. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'objectif du Kaizen, qui est celui de réduire les gaspillages, il faut que les auditeurs comprennent que les gaspillages ont un coût. C'est de l'argent que l'entreprise paie. Traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on dit, le prix c'est quoi? Le prix c'est les coûts plus le profit. C'est ça qui nous donne le prix. Maintenant, avec le Kaizen, on change un peu de façon de voir la chose. On dit maintenant, ok, cette fois-ci, le profit sera égal au prix moins les coûts. Et c'est au niveau des coûts que le Kaizen va agir en réduisant donc les coûts. En réduisant donc les coûts, le profit de l'entreprise augmente toutefois en gardant les prix fixes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la gymnastique qui se passe actuellement. That's quite technical. Ok, je vais aller terre doucement. Ok, habituellement, n'est-ce pas, le prix c'est les coûts de production plus le profit, n'est-ce pas? Maintenant, avec la démarche Kaizen qui vise à éliminer les gaspillages,
qui vise à réduire les coûts de production, on se met dans une logique où le profit égale prix moins coût de production. C'est une petite voilà, très simple. Donc lorsque le Kaizen agit sur les coûts de production, réduire les coûts de production, vous voyez par là que le profit augmente. Et à ce moment, donc, l'entreprise a le choix, soit de réduire son prix pour être beaucoup plus compétitive. Donc voilà, l'une des caractéristiques du Kaizen aide l'entreprise à être compétitive. Et ça, c'est très très important. Et l'autre aspect qu'on peut aussi citer, c'est la qualité des produits. En appliquant le Kaizen, vous améliorez la qualité de vos produits, vous éliminez les défauts de production, c'est-à-dire votre produit est beaucoup plus meilleur que les autres et en ce moment, vous rend également compétitif. Donc voilà les deux aspects que je peux insister sur les caractéristiques du Kaizen. Arnold, I'd like to hear from you also. Do you have any other characteristics that you can give us concerning Kaizen? Oui, il y a la caractéristique sur laquelle je voudrais revenir. J'en ai parlé de deux tout à l'heure. Oui. La caractéristique de la continuité et l'approche scientifique. Et l'approche scientifique. Il y a une autre caractéristique qui m'intéresse bien, c'est l'universalité. Donc, les autres outils, ou bien les autres approches, les autres démarches, n'ont pas le même objectif et très souvent ne sont pas contextuels. Le Kaizen, on parle d'universalité parce qu'on contextualise l'outil, on contextualise l'approche. Vous allez prendre, par exemple, je ne voudrais pas citer les approches ici ou bien les démarches ici, mais j'ai beaucoup travaillé sur les démarches ISO. Et certaines démarches ISO, la plupart du temps, ou bien les experts qui les appliquent, très souvent, ce sont des démarches qui sont calquées sur des entreprises déjà développées. Ok, donc ce sont des experts de Danone, des grandes entreprises occidentales là qui se sont assis et on dit voici comment on peut accompagner une entreprise. Maintenant, vous prenez une norme qui a été développée par des entreprises qui ont 200 ou 300 années d'avance sur notre environnement et vous voulez appliquer ici. Et le problème est simple, c'est que vous allez appliquer des choses qui vont rester au niveau de la direction générale, mais le personnel lambda ne comprendra même pas où vous voulez aller. Oui. Donc c'est ça la différence avec souvent certains outils, qui sont beaucoup plus pour des entreprises déjà très développées et qui ne sont pas contextuelles. Donc le Kaizen, lui, il est contextuel. Contextuel parce que un expert Kaizen ne vient pas dans votre entreprise avec ses outils déjà. Avec des outils déjà. Je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Oui. Il vient te faire d'abord un diagnostic. Il faudrait qu'il sache exactement quelle est ta maladie. Et lui, en tant que médecin, il te traite par rapport à cette maladie-là. Donc, il ne va pas venir commencer. Nous sortons d'une formation où parfois vous êtes le matin, vous avez prévu de développer tel outil. Mais parce que vous rencontrez des situations sur le terrain, vous êtes obligé au courant de la journée de changer d'outil pour développer un outil qui est plus important et plus adapté au personnel de l'entreprise. Donc, véritablement, l'approche Kaizen prend en compte ce qu'on trouve sur le terrain. Donc, c'est contextuel. Et c'est ça l'approche par rapport aux autres. Et je finirai par dire une chose. Contrairement à d'autres démarches, le Kaizen fait gagner de l'argent. Je ne vais pas entrer dans les démarches de Donnel. Beaucoup, peut-être les gens n'ont pas compris, mais ce qu'il voulait vous dire, c'est simple. C'est que vous n'investissez pas, mais vous gagnez de l'argent. Point. Donc, oui, et ils ont dit, ça veut dire qu'à partir de là, un expert Kaizen peut vous dire, ma prestation, je la fais et vous me payez par rapport à ce que je vous aurais apporté. Parce qu'effectivement, le Kaizen n'est pas là pour vous dire, on va vous donner un certificat et tout, mais c'est pour vous dire, ok, au terme de cette approche qui va prendre 2 ou 3 mois, effectivement, vous aurez déjà les premiers fruits en termes de gain d'argent parce que vous aurez réduit les coûts et vous aurez augmenté le profit. Ok, je crois que c'est ce que Donnel voulait dire. Oui, voilà. Oui, Donnel, tu as. Ok, merci, Monsieur Mba. Tout à l'heure, peut-être que j'ai été un peu trop théorique avec les auditeurs. Nous allons prendre un exemple simple, quoi. Disons que nous avons une entreprise qui peut-être produit des jus ou bien qui a un produit déterminé et qui a des avaries. Les avaries, ce sont les produits parfois qui partent dont la date de péremption arrive. Et lorsqu'une entreprise a les avaries, ça fait des pertes, n'est-ce pas? Elle perd d'une manière ou d'une autre de l'argent. Et maintenant, le consultant qui vient en entreprise analyse le problème, trouve les causes pour lesquelles vous avez les avaries, vous propose les solutions,
Et lorsque vous mettez ces solutions en pratique, vous vous rendez compte que le niveau des avaries a diminué. C'est ce que M. Mbabou disait tout à l'heure. Parce que au lieu de perdre encore de l'argent à partir de ces avaries, vous faites moins d'avaries. Et cela veut dire que vous payez moins d'argent d'une certaine manière. Voilà. Et je profite pour revenir à un des caractères du Kaizen que j'aime bien. C'est l'aspect participatif. Isidore le disait tout à l'heure, c'est chaque employé. En fait, pourquoi chaque employé? Le Kaizen demande à l'employé de réfléchir comment lui-même il améliore ses conditions de travail. Lui-même. On ne vient pas avec une solution déjà préétablie. Oui, parce qu'il est dans son lieu de travail, connaît mieux les réalités de son travail. Et en plus de cela, le Kaizen exploite la force de proposition des employés. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire l'employé qui est au four et au moulin, on va dire en langage du Kaizen au Gemba, n'est-ce pas? Qui est au four et au moulin, connaît beaucoup plus de réalités de son travail. Et donc est mieux à proposer des solutions, en fait pas que mieux peut proposer des solutions beaucoup plus adaptées aux problèmes que rencontre l'entreprise à son niveau. Et ça me ramène à, comme M. Mbabou disait, nous faisons une formation cette semaine où on fait le Kaizen avancé. On a eu à faire un exercice avec les employés et il y avait un problème dont on voulait trouver une solution. Et on était surpris que c'est celui qu'on accorde le moins d'attention à l'entreprise qui a proposé, je vous assure, c'est vrai, qui a proposé la solution à ce problème. C'était quoi le problème? C'était que les bouchons des produits étaient souvent sales. Et on ne comprenait pas pourquoi. Il se peut, lui qui est dans la production, a expliqué que c'est lorsque on superpose les casiers, que parfois certains casiers mal lavés salissent donc les bouchons. Ouais. Mais on a réfléchi sans trouver comment. Et il a proposé que dorénavant, il faudrait souvent mettre un plastique entre les casiers. Et tout le monde était ébloui par cette proposition. Et je vous assure que c'est cette proposition actuellement qui est implémentée dans cette entreprise. L'aspect moins coûteux. Oui, voilà, effectivement. Donc, c'est très important d'impliquer tous les employés, chacun à son niveau, pour qu'ils comprennent que lui, ici, à son mot à dire, sa proposition est importante. Et quand on prend en compte sa proposition, comme ça, il se sent très important aussi. Voilà. Et ça améliore son implication. Voilà. Et il sent qu'il a également de la valeur, il peut apporter quelque chose. Oui. Et on n'a pas dû acheter des appareils sophistiqués pour que les bouchons soient toujours propres. Oui, Juste un plastique a pu résoudre le problème. Effectivement. Voilà. C'est vraiment intéressant la démarche Kaizen. Mais dans une autre démarche, on dit également que la démarche Kaizen est continue. Voilà, vous avez parlé du volet participatif, vous avez parlé du volet mesurable, vous avez dit que c'est également contextuel et universel. Le volet continue alors dans la démarche Kaizen. C'est simple, je parle de son exemple. Il a donné l'exemple tout à l'heure. L'employé a dit suggérer qu'on mette des plastiques. Ok. On va mettre les plastiques un mois. Un mois et après... on ne remet plus les plastiques. on voit souvent ça parce que le consultant est présent. Le chef d'entreprise dépêche de l'argent. Pourtant, pour un problème qui est avéré, il dépêche de l'argent. Il dit non, implémentons. On met les plastiques. Et un mois après, on ne met plus les plastiques. Qu'est-ce qui se passe? On revient au problème initial, qui pourtant est une vraie source de pertes pour l'entreprise. Parce que si vous envoyez des produits avec des bouchons sales, etc., on est enclin parfois à refuser vos produits. Ok. Donc l'approche, l'aspect continu, simplement voudrait dire que chaque fois qu'on met en place une façon de faire, nous devrons la rendre pérenne. Une bonne pratique. C'est simple. Je prendrai d'un autre exemple, simplement. J'étais dans une structure où pendant que j'étais là, ils avaient 4 cartons de bobines de film noir en magasin. Mais quand même, la responsable logistique a réussi la magie de commander encore 2 cartons de bobines noires. Donc, vous imaginez, ça veut dire que on fait abstraction de ce qui existe en magasin et on commande quand même 2 cartons de bobines noires. Mais là, c'est de manière inconsciente. Voilà, mais c'est parce qu'on ne note pas. C'est parce que il n'y a pas le volet scientifique, le volet mesurable. C'est ça? Non, ce n'est pas seulement le volet mesurable. Ça veut dire que si vous commencez à noter les stocks présents en magasin, vous ne devez pas noter le mois de mai et ausculter le mois de juin. C'est ça l'approche continue.
Non, ça veut dire que si vous notez, du moins moi, voilà une femme. Et maintenant, la démarche continue aussi voudrait dire que chaque amélioration doit être suivie d'une autre amélioration. Voilà, donc en fait c'est de ça qu'il est question. Donc vous mettez en place un outil, quand il donne des résultats, vous devez capitaliser sur ces résultats-là pour évoluer. Ok. C'est comme vous dites à quelqu'un, vous dites à un enfant, vous dites un enfant a réussi pour aller en classe supérieure, mais vous lui dites de reprendre la même classe. Vous pensez qu'il aura encore le... Non. Et s'il aura le punch pour pouvoir reprendre la même classe? Non, c'est simple comme à la maison. Ok. Et c'est la même chose en entreprise. Si on fait des performances, il faut pouvoir s'améliorer. Ok. Voilà, donc si vous voulez que je pourrais... Oui, Isidore, tu as certainement quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais dire que le caractère continu, c'est aussi de continuer à le faire, simplement. Même si on n'améliore pas. Dès l'instant qu'on a trouvé quelque chose de bien, qu'on continue à le faire. Maintenant, en entreprise, il y a quand même un problème qu'il faut reconnaître. C'est que si on n'a pas mis les indicateurs, vous voyez, lorsqu'on va dans l'ordre, on va vous parler d'abord de participatif, continu, avant de parler de mesurable. Et c'est la mesure qui permet de voir que c'est moins cher ou si c'est pas cher. Parce qu'au final, on peut dépenser 1000 francs, on dit qu'on n'a rien fait. Mais au final, si ça n'a rien rapporté, c'est trop cher. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Plus que ça veut dire que on est en train de dépenser ce qu'on n'aurait pas dû dépenser. Maintenant, la continuité, c'est donc le fait de continuer à faire ce qu'on a fait de bien. Il ne faut pas le faire pour un temps. Ça ne peut pas continuer si les gens ne mesurent pas. Comme l'a dit Arnaud, il faut déjà noter. Mais c'est l'indicateur qui permet de voir le résultat final, d'apprécier le niveau de résultat. Et si cet indicateur est suivi, naturellement, on a tendance à maintenir parce que quand on recule, nous-mêmes, nous voyons que nous reculons. C'est pas si on se comprend. Oui. Dès que vous reculez, et si on prend le cas des bobines dont il parle, si il y avait un taux de stockage qui était suivi, les indicateurs étaient suivis, on allait se rendre compte que c'est pas là-bas qu'il faut commander, parce qu'on commande si ça correspond aux besoins qu'on a. Si on n'a pas de besoin, on ne doit pas commander. Donc c'est très important. Et les employés ont tendance aussi à ne pas continuer parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Ce n'est pas parce que nous autres avons vu que c'est bon que eux ils ont vu que c'est bon. Donc si on veut que le Kaizen soit continu dans une entreprise, il est vraiment important de prendre en compte l'élément standardisation aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait quelque chose et qu'on a trouvé que c'est bon, il faut que ce soit établi comme une nouvelle norme, une nouvelle règle. Et qu'on mette en place les outils, par exemple les procédures standards opératoires, les SOP, qui permettent de maintenir ça. Ça devient la pratique. Mais ces outils ne marcheront pas longtemps si on n'applique pas le 5e S, qui est le suivi. Donc, si les managers abandonnent, à un moment ou à un autre, les employés vont abandonner. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on a fait venir un consultant, il a appliqué le Kaizen, et ça a bien marché, on se dit, ok, comme il est parti, les employés vont continuer à appliquer. Il faudrait que la hiérarchie de l'entreprise prenne le relais pour mettre en place des outils de standardisation. Et quand on parle de standardisation, c'est quoi, chers auditeurs? C'est le fait d'adopter une même manière de faire une chose et de établir la règle, la manière de le faire, de s'accorder tous sur la manière de le faire et de le faire de la manière dont on a dit qu'on va le faire pour évaluer et voir si ça marche et continuer ou corriger. Voilà. Donc, ça doit devenir notre mode de fonctionnement. Et c'est ça qui nous évite d'avoir une fluctuation dans la qualité et dans notre productivité. Pourquoi est-ce qu'on produit très bien aujourd'hui, demain on le fait, le sel dépasse, après demain on le fait, c'est le sucre qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas standardisé, on n'a pas un SOP, une procédure standard opératoire qui dit exactement le grammage du sel qu'on doit mettre, le doré, si c'est le gâteau, ça va être doré de quelle manière. Si c'est clairement établi et qu'on suit, il y a de fortes chances que nos résultats soient stables. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le Kaizen, c'est une boîte à outils. Ce n'est pas un seul outil qu'on utilise. C'est un peu comme un malade qui a un gros problème de santé. On va lui donner le traitement qui permet de soigner sa maladie, mais on va aussi lui donner un antidouleur pour baisser, pour qu'il ait moins mal. On va aussi lui donner un antalgique pour qu'il ait, peut-être pour baisser la température. Vous voyez, on va combiner plusieurs choses pour qu'à la fin, le résultat final sorte. Et les experts Kaizen
qui sont au Cameroun en ce moment d'ailleurs. Je vais dire bonsoir à monsieur Kado, à monsieur Ayashi et à monsieur Yanagida. Et voilà, sans oublier monsieur Pierre Boucher qui est au Canada, qui est le Canadien et qui peut-être nous écoute en streaming. Oui. Ces experts sont justement là en ce moment pour aider, pour former le constant Kaizen à un certain niveau. Et je vous le disais déjà la dernière fois, 12 experts de haut vol sont formés en ce moment. Et la cérémonie de clôture, c'est samedi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Oui. Et Arnaud qui est là, et monsieur Mbazoua et moi-même avons le privilège de faire partie des 12 premiers experts du Kaizen avancé au Cameroun. Vous invitez les auditeurs. Voilà. Évidemment, nous invitons les auditeurs à nous faire signe pour qu'on vienne appliquer ça dans leurs entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de faire passer vos entreprises d'un niveau A à un niveau B qui est meilleur que le niveau précédent, avec des indicateurs précis, de manière à ce qu'il soit clair pour vous et pour tout le monde qu'il y a une amélioration. Oui, Donel, tu avais certainement quelque chose à ajouter. Ah oui, c'est vrai qu'Isidore nous entraîner un peu en profondeur. Disons que je voulais revenir au niveau de l'aspect continu, la continuité là, au niveau du Kaizen, pour dire que dans le Kaizen, nous avons un outil super qui nous permet de rester dans l'amélioration, c'est l'outil PDCA. Et vous le voyez, on le matérialise souvent par une roue où les gens sont en train de pousser pour voir comment l'amélioration se poursuit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le cycle PDCA, vous allez également rester dans un cycle d'amélioration continue parce que vous allez voir d'où vous sortez, d'où vous êtes et parfois d'où vous voulez arriver. PDCA pour les auditeurs, c'est plan, do, check et un acte. C'est-à-dire, on planifie, on développe, on vient contrôler ce qu'on a prévu faire et puis on essaie de voir si c'est bon. On agit. Si c'est mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier? Si c'est encore très bon, comment on peut le faire ailleurs? Ainsi de suite, l'esprit de l'amélioration continue est instauré dans l'entreprise. Voilà. Si tu permets, Jennifer, juste pour enchérir sur le point de Donel, là, pour dire, on essaye de contrôler si c'est bon à la lumière de ce qu'on a prévu. C'est-à-dire, on a planifié ce qu'on veut faire. Maintenant, on fait ce qu'on a dit qu'on veut faire. Et ensuite, on s'arrête pour regarder si ce qu'on a fait est conforme à ce qu'on a dit qu'on va faire. Voilà. Et si ce n'est pas ça, on prend une mesure corrective. Et si c'est ça, on prend une mesure de soutien qui permet que ça continue à être ça. Ça, c'est vraiment du Kaizen. Vous avez dit qu'on a entraîné les auditeurs dans les aspects compliqués. On essaie de diluer. Donc, Donel m'a un peu dévancé là, parce que vous avez dit tout à l'heure que le Kaizen utilise plusieurs outils, et je suis tentée de vous demander de citer certains de ces outils. Donc, Donel a déjà cité l'outil PDCA. Donc, nous vous écoutons. Nous voulons vraiment savoir. On vient de parler tout à l'heure du SOP, procédure standard opératoire, qui est une forme de mode opératoire très détaillé qui permet de savoir exactement ce qu'on a prévu de faire. Et si on veut faire un gâteau, à quelle température, quelle est la quantité d'huile, quel est le grammage, chaque chose. Voilà. Donc, mais il y a beaucoup d'autres outils. Il y a des outils de diagnostic, comme la value stream mapping, qui permettent de faire une analyse de votre chaîne de valeur et de déterminer s'il y a des manquements. Il y a des outils industriels, de l'ingénierie industrielle, qui permettent d'optimiser votre chaîne de production de manière à éliminer les différentes formes de gaspillage. On parlera du SMED, on parlera... On veut juste les noms. Hein. On parlera du line balancing, on parlera du work sampling, voilà, et bien d'autres outils. Voilà. Donc, mais il y a 7 outils de la qualité, les 7 nouveaux outils de la qualité. Wow. Voilà. On sera enrichi vraiment dans l'instant Kaizen. Tellement des outils statistiques, des outils qualitatifs qui permettent également d'analyser les données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, si on veut citer, on va du matin au soir, on va en citer. Outils statistiques, outils qualitatifs. Donel, tu as quelque chose encore? Non, disons que vraiment, on peut pas, il y a on va dire entre guillemets, une infinité d'outils. Il a parlé d'une centaine d'outils là. Il y a une centaine. On va simplement citer des outils dont les auditeurs peuvent connaître facilement. Il y a même vos attitudes positives, qui est un outil du Kaizen. Il a dit tout à l'heure que c'est un état d'esprit. Voilà, pour travailler en groupe, pour pratiquer le Kaizen en groupe, il faut avoir un état d'esprit pour faire corps dans ce groupe. Et c'est pour ça qu'on parle d'attitude positive. Une attitude que tout le monde doit avoir pour parler d'un langage commun
en équipe. Il y a même, bon, en fait, les auditeurs savent qu'il y a le CS. Il y a le comité qualité. Il y a même les plans d'action que vous maîtrisez déjà. Voilà. Donc, il y a, en fait, mais le plus important, c'est que ces outils participent pour maintenir une attitude de continuation, d'amélioration continue. C'est ça le plus important. Et il y a un tout petit outil que, entre guillemets, quand on dit tout petit, c'est juste que vous l'utilisez parfois au quotidien sans savoir qu'il peut changer la vie de vos entreprises. La gestion des stocks. Hein? Vous verrez que dans une boutique au quartier, tous les jours, c'est le client qui vient avant qui dit que c'est fini. C'est-à-dire, il est toujours surpris que c'est fini. Chaque fois que c'est fini, ça veut dire que vous avez perdu le client, n'est-ce pas? Quand il vient et vous dites que c'est fini, il part, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez gérer votre stock de manière à ce que vous éliminez les formes de gaspillage, de manière à ce que vous ne perdez plus de la clientèle, de manière à ce que vous livrez vos clients dans les délais et à temps? Quel est même votre taux de stock idéal? Parce que parfois, vous allez voir quelqu'un, il a une stock de marchandises important. Et à côté, il y a d'autres marchandises, les clients viennent, c'est fini. Parce que tout son argent est parti dans un stock qui est à côté. Et parfois, même ça se gâte encore. Ou on vient voler. Tu vois, parce qu'il n'arrive pas à maîtriser ce stock. Chers auditeurs, c'est quelque chose qui semble simple. Mais gérer vos stocks peut transformer votre entreprise. Faites appel aux experts du Kaizen. Et vous verrez que la gestion de stock deviendra un élément de productivité pour votre entreprise. Quand tu parles de la gestion du stock comme ça dans les boutiques, ça me rappelle le Maguida du quartier. Parfois, il se plaint que les gens n'achètent pas le lait de bébé. Mais son pain passe, les arachides passent, tout passe. Mais il dit que, mais pourquoi les gens n'achètent pas le lait de bébé si? Donc, c'est parce qu'il a un problème de gestion de stock. Il est peut-être parti chez son voisin à Bonanjo, son collègue à Bonanjo qui vend les laits de bébé, ça passe. Et il vient dans un quartier où les gens n'achètent pas le lait de bébé. C'est plutôt la bouillie qu'on fait à l'enfant. Et il veut qu'il ait le même, voilà. Le même rendement. Ça ne peut pas donner. Et parfois, il est tombé dans un petit chouki. C'est-à-dire qu'on vend normalement le lait de bébé en gros à 2000. Et un fournisseur qui sent que le lait de bébé ne passe plus beaucoup lui dit qu'il va te vendre ça à 1800. Et du coup, il dit, je suis tombé sur une bonne affaire. Et il achète une grosse quantité. Et ben, on se rend compte qu'il ne vend presque jamais. Voilà. Donc, seulement gérer vos stocks peut changer la vie de votre entreprise. Donc, les outils du Kaizen, cette émission était vraiment capitale pour amener les gens à comprendre que quand on parle de Kaizen, on ne parle pas uniquement de 5S, mais on parle de bien d'autres outils qui améliorent votre qualité et votre productivité. N'hésitez pas à nous faire signe. Rejoignez nous sur notre page Facebook Kaizen Expertise, sur notre chaîne YouTube Kaizen Expertise, ou alors appelez-nous au 691 33 80 33 et nous pourrons vous apporter davantage pour l'amélioration de la qualité de la productivité de vos organisations. Alors, ton mot de fin, Arnaud? Ok. Quand on dit mot de fin, je ne parle pas beaucoup. Je voudrais dire que, simplement, hein, vous avez entendu SMED, ce sont des gros noms, n'est-ce pas? Ce sont des gros noms. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils viennent du quotidien de l'entreprise. Donc, il y a des gens qui le font même déjà, qui pratiquent même certains de ces outils sans s'en rendre compte. Donc, la plupart du temps, quand l'expert vient, c'est beaucoup plus souvent de formaliser aussi ce qui existait déjà et de donner des points d'amélioration. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport au Kaizen. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Donnel. Merci, Isidore. Merci, Joséphine. Merci à nos chers auditeurs qui nous ont écrit ce soir et tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont continuer à nous écrire. Merci beaucoup, Raoul Patrick, et à jeudi prochain.